George Orwell. « 1984 » Première partie. Chapitre 1. C'était une belle et froide journée d'avril, et les horloges sonnaient 13 coups. Winston Smith, le menton plaqué contre sa poitrine, dans un effort pour échapper au vent mauvais, se faufila rapidement à travers les portes de verre de la maison de la Victoire, mais pas encore assez rapidement pour empêcher un tourbillon de poussière d'entrer en même temps que lui. Le hall avait une odeur de choux bouillis et de vieux chiffons. À l'une des extrémités, une affiche de couleur, trop grande pour être accrochée à l'intérieur, avait été punaisée au mur. Elle montrait simplement un visage énorme, de plus d'1 mètre de large, le visage d'un homme d'environ 45 ans, avec une grosse moustache noire et des traits robustes et élégants. Winston prit l'escalier. Il était inutile d'essayer l'ascenseur, même en des temps plus favorables, il fonctionnait rarement, et à présent le courant électrique était coupé durant la journée. Cela faisait partie du programme d'économie en préparation de la semaine de la haine. L'appartement était au 7e étage, et Winston, qui avait 39 ans et avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement, s'arrêtant plusieurs fois en chemin. À chaque palier, en face de l'ascenseur, l'énorme visage de l'affiche le regardait depuis le mur. C'était l'une de ces images conçues de telle façon que vous aviez l'impression qu'elle vous suivait des yeux quand vous bougiez. « Big Brother te regarde », proclamait l'inscription en dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix fruitée égrenait une suite de chiffres qui avaient quelque chose à voir avec la production de fonte brute. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue qui ressemblait à un miroir terni et qui constituait une partie du mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix baissa quelque peu de volume, même si on pouvait encore distinguer les mots. Le volume de l'instrument, on l'appelait un écran tel, pouvait être réduit, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Il alla jusqu'à la fenêtre. Il était petit, d'une stature frêle, la maigreur de son corps encore accentuée par le bleu de travail qui était l'uniforme du parti. Ses cheveux étaient très clairs, son visage naturellement sanguin, sa peau rendue rugueuse par le savon grossier, les rasoirs émoussés et le froid de l'hiver qui venait juste de se terminer. Au dehors, même à travers la fenêtre fermée, le monde semblait froid. En bas, dans la rue, de petits tourbillons de vent faisaient tourner de la poussière et des papiers déchirés. Le soleil brillait, et le ciel était d'un bleu intense, mais rien ne semblait avoir de couleur, à part les affiches qui étaient placardées partout. Le visage à la moustache noire dominait tous les carrefours importants. Il y en avait un sur la façade immédiatement en face. « Big Brother te regarde », proclamait l'inscription, tandis que les yeux noirs s'enfonçaient profondément dans ceux de Winston. Plus bas, au niveau de la rue, une autre affiche pliée à un coin battait au vent de façon intermittente, recouvrant et découvrant alternativement un mot unique, « Sosang ». Au loin, un hélicoptère se faufila entre les toits, plana un moment comme une mouche à viande et s'éloigna rapidement en dessinant une courbe. C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des gens. Les patrouilles n'avaient pas d'importance toutefois. Seule comptait la police de la pensée. Dans le dos de Winston, la voix de l'écran tel continuait à babiller à propos de la fonte brute et du parfait accomplissement du 9e plan triennal. L'écran tel émettait et recevait en même temps. Tous les sons que pouvait produire Winston, au-dessus d'un très léger soupir, pouvaient être captés. Mieux encore, tant qu'il restait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez observé à un moment donné. Avec quelle fréquence, ou selon quelle logique,
La police de la pensée se connectait-elle à un individu en particulier? C'était un mystère. On pouvait même imaginer qu'ils observaient tout le monde, en permanence. Mais en tout cas, ils pouvaient se brancher sur vous quand ils le voulaient. Vous deviez vivre, vous viviez, car l'habitude devient un instinct, en partant du principe que le moindre son que vous produisiez pouvait être surpris, et que le moindre mouvement, sauf dans l'obscurité, pouvait être examiné. Winston continuait à tourner le dos à l'écran tel. C'était plus sûr, même s'il savait bien que même un dos pouvait être révélateur. À 1 kilomètre de là, le ministère de la Vérité, où il travaillait, s'élevait, vaste et blanc, au-dessus du paysage crasseux. Cela, pensait-il avec un vague dégoût, c'était Londres, ville principale de la première région aérienne, elle-même la 3e région la plus peuplée de l'Océanie. Il essaya de retrouver un souvenir d'enfance qui pourrait lui rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Y avait-il toujours eu ce panorama de maisons pourrissantes du XIXe siècle, leurs murs soutenus par des poutres, leurs fenêtres réparées avec du carton, leurs toits avec de la tôle ondulée, les murs délabrés des jardins s'affaissant dans toutes les directions, et les sites bombardés, où la poussière de plâtre tourbillonnait dans les airs et les épilobes poussant sur les tas de gravats, et ces endroits où les bombes avaient dégagé une grande superficie de terrain et où avaient poussé de sordides colonies de bâtiments de bois ressemblant à des poulaillers. Mais c'était inutile, il ne se souvenait pas. Rien ne restait de son enfance, à part une série de tableaux lumineux, sans aucun arrière-plan, et pratiquement incompréhensibles. Le ministère de la Vérité, Miniver en 9 langues, la 9 langues était la langue officielle de l'Océanie, pour une présentation de sa structure et de son étymologie, voir l'appendice, différait étonnamment de tous les autres objets visibles. C'était une énorme structure pyramidale de béton blanc étincelant, s'élançant terrasse après terrasse, à 300 mètres du sol. De là où se tenait Winston, on pouvait lire les 3 slogans du parti qui s'étalaient, en lettres élégantes, sur sa façade blanche. La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance est une force. Le ministère de la Vérité contenait, disait-on, 3000 salles au-dessus du sol et des ramifications équivalentes sous terre. 3 autres bâtiments similaires en apparence et en taille se trouvaient à Londres. Ils écrasaient tellement l'architecture environnante que depuis le toit de la Maison de la Victoire, vous pouviez voir les 4 simultanément. Ils abritaient les 4 ministères qui constituaient entièrement l'appareil du gouvernement, le ministère de la Vérité, qui s'occupait de l'information, des loisirs, de l'éducation et des beaux-arts, le ministère de l'Amour, qui maintenait l'ordre et la loi, le ministère de l'Abondance, qui était responsable des questions économiques. Leurs noms, en 9 langues, Miniver, Minipax, Minimour et Minibondance. Le ministère de l'Amour était celui qui était réellement effrayant. Il ne comportait aucune fenêtre. Winston n'était jamais entré dans le ministère de l'Amour. Il ne l'avait même jamais approché, à moins d'un demi-kilomètre. C'était un endroit où l'on ne pouvait pénétrer que pour des raisons officielles, et même alors, on n'y accédait qu'en traversant un enchevêtrement labyrinthique de barbelés, de portes d'acier et de nids de mitrailleuses dissimulées. Même les rues qui menaient à ces barrières extérieures étaient quadrillées par des gardes en uniforme noir et à face de gorille, armés de matraques articulées. Winston se retourna soudain. Il avait composé sur ses traits cette expression d'optimisme tranquille qu'il était prudent d'arborer lorsqu'on faisait face à l'écran tel. Il traversa la pièce pour se rendre dans la petite cuisine. En quittant le ministère à cette heure de la journée, il avait sacrifié son repas à la cantine, et il savait qu'il n'y avait aucune nourriture à la cuisine, à part un morceau de pain noir qu'il devait garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille d'un liquide incolore, dont l'étiquette blanche indiquait « Gin de la Victoire ». Le liquide répandait une odeur écœurante, huileuse, comme celle de l'alcool de riz chinois. Winston s'en remplit presque une tasse à thé, puis, après s'être préparé au choc, l'avala comme un médicament. Instantanément, son visage devint écarlate, et des larmes jaillirent de ses yeux. C'était comme de l'acide nitrique, et quand vous l'avaliez, vous aviez même la sensation d'être frappé dans le dos par une matraque en caoutchouc. L'instant d'après, cependant,
La brûlure dans son ventre s'apaisa, et le monde commença à lui paraître plus gai. Il sortit une cigarette d'un paquet chiffonné marqué « Cigarette de la victoire », et par mégarde la tint verticalement, ce qui eut pour effet de répandre le tabac sur le sol. Avec la suivante, il fut plus heureux. Il retourna au salon et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche de l'écrantel. Il sortit du tiroir un porte-plume, une bouteille d'encre et un épais in-quarto vierge avec un dos rouge et une couverture marbrée. Pour une raison ou pour une autre, l'écrantel du salon était placé d'une façon inhabituelle. Au lieu d'être fixé, comme il était d'usage, sur le mur du fond, d'où il pouvait voir l'ensemble de la pièce, il se trouvait sur le grand mur en face de la fenêtre. Sur l'un des côtés se trouvait une alcôve, peu profonde, où Winston se trouvait maintenant assis, et qui, lorsque les appartements avaient été construits, était sans doute destinée à recevoir une bibliothèque. En s'asseyant dans cette alcôve, et en se tenant bien en arrière, Winston pouvait rester caché de l'écrantel. En tout cas visuellement. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais tant qu'il restait dans sa position actuelle, il ne pouvait être vu. C'était en partie cette disposition inhabituelle de la pièce qui lui avait suggéré ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais c'était aussi le livre qu'il venait de sortir du tiroir qui lui en avait donné l'idée. C'était un livre particulièrement beau. Son papier était doux et crémeux, un peu jauni par le temps, et on n'en avait pas produit de pareil depuis au moins 40 ans. Il devinait cependant que le livre était beaucoup plus vieux que cela. Il l'avait vu traîner dans la vitrine d'un bazar négligé, d'un quartier sordide de la ville. Quel quartier exactement, il ne s'en souvenait plus, et avait été immédiatement envahi par un désir irrépressible de le posséder. Les membres du parti n'étaient pas supposés se rendre dans les magasins ordinaires, acheter au marché libre, comme on disait. Mais la règle n'était pas suivie trop scrupuleusement, car il y avait un certain nombre d'articles, comme des lacets ou des lames de rasoir, qu'on ne pouvait pas se procurer autrement. Il avait jeté un rapide coup d'œil à droite et à gauche dans la rue, s'était glissé à l'intérieur et avait acheté le livre pour 2,50 $. À ce moment, il n'avait pas l'intention de l'utiliser dans un but précis. Il l'avait ramené à la maison dans sa serviette, se sentant coupable, même vierge de toute écriture. C'était une possession compromettante. Ce qu'il s'apprêtait à faire, c'était ouvrir un journal. Ce n'était pas illégal. Rien n'était illégal, puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était pris, il était presque certain qu'il serait condamné à mort, ou au minimum à 25 ans de camp de travail. Winston mit une plume dans le porte-plume et la suçota pour enlever la graisse. Il s'agissait d'un instrument archaïque, rarement utilisé même pour les signatures, et il se l'était procuré, furtivement et avec quelque difficulté, tout simplement parce que le beau papier crémeux méritait de sentir le contact d'une vraie plume, et pas d'être gratté par un stylo à encre. À vrai dire, il n'avait pas l'habitude d'écrire à la main. À part de très courtes notes, il était d'usage de toujours utiliser le dictascript, ce qui était évidemment impossible pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il plongea la plume dans l'encre et hésita un instant. Un tremblement lui agitait les entrailles. Le premier trait de plume allait être un acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit 4 avril 1984. Il s'enfonça dans son siège. Un sentiment de complète impuissance s'était emparé de lui. Pour commencer, il n'était pas absolument sûr qu'on fût en 1984. Ce devait être à peu près la bonne date, puisqu'il était bien certain d'avoir 39 ans, et pensait être né en 1944 ou 1945, mais de nos jours, il n'était jamais possible de s'assurer d'une date à 1 ou 2 ans près. Pour qui donc, se demanda-t-il soudain, écrivait-il ce journal? Pour le futur? Pour ce qui était encore à naître? Son esprit s'égara un moment sur la date douteuse qu'il avait portée sur la page, puis se retrouva avec un choc face au mot neuve-langue, pensée double. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de ce qu'il avait entrepris. Comment pourrait-on communiquer avec le futur? C'était par nature impossible. Si le futur ressemblait au présent, il ne l'écouterait pas, et s'il était différent, son avertissement n'aurait alors aucun sens. Pendant un moment, il resta à contempler stupidement le papier.